Salam alaikum. Un grand merci pour votre invitation. Je suis très heureux, comme chaque fois, d'être au Maroc, aujourd'hui à Casablanca. Un grand merci à Younes El Guedari, à Taoufik El Fassi et tous les membres du bureau de la Maforcale pour m'avoir convié à fêter avec vous le 28e congrès et les 30 ans de l'association. Vraiment, bravo. Et le congrès est magnifique. Ce matin, je me suis régalé avec des intervenants extraordinaires. Donc, on va parler d'hypersensibilité aux médicaments et infections. En fait, c'est la suite un petit peu de ce que vous venez d'entendre. Hein. Nous, ça va être hypersensibilité aux médicaments. Et on vient d'entendre donc hypersensibilité bronchique, on va dire, asthme. C'est le même problème, c'est-à-dire que qui de la poule ou l'œuf, on ne sait pas. Alors c'est vrai que le docteur Benchekroun a fait vraiment une revue exhaustive, magnifique, de tout ce qu'on pouvait dire entre infection et réaction d'hypersensibilité, donc au niveau du poumon. Moi, je vous avoue que je vais rester beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas la solution de la poule et l'œuf. On sait que les infections vont être capables d'induire ou de majorer des réactions d'hypersensibilité aux médicaments, et on sait que quand on prend des médicaments au cours d'une infection, on va être capable de majorer l'inflammation qui est due à l'infection. Mais je vais quand même revenir sur tout ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est la clinique qui compte, et il faut avoir un raisonnement, je dirais, le plus simple possible, une fois qu'on a compris que, je ne dis pas qu'il n'y a rien à comprendre, mais il y a des questions qui sont difficiles à poser. Par exemple, pourquoi la vie est une question importante, mais nous n'avons pas encore les outils pour répondre à la question pourquoi la vie. Donc, il y a un moment, il faut rester à des choses qu'on connaît bien, nous les médecins, c'est-à-dire la clinique. Globalement, est-ce que c'est sévère? Est-ce que c'est bénin? Et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses sont relativement simples. Alors, la première chose qui est vraiment, je pense, la plus importante qu'il faut arriver à intégrer, c'est qu'en fonction de sa spécialité, on aborde complètement différemment la question d'hypersensibilité aux médicaments et infections. Les pédiatres, un rash, un exanthème chez l'enfant, c'est de l'infection. Ils n'arrêtent pas le médicament, ils ne contre-indiquent pas le médicament, ils ne font pas de test allergologique et ils ne marquent pas dans le carnet de santé allergie au médicament qui a été pris au cours de l'infection. Pour eux, c'est une infection. C'est bon pour vous? S'il y a des pédiatres allergos dans la salle, ils pourront dire ce qu'ils pensent de ça. Mais ça, c'est typiquement ce qui se passe chez nous, pour les pédiatres. Par contre, à partir du moment où vous avez un médecin qui n'est pas un pédiatre et où le patient n'est pas un enfant, quelque chose qui survient chez l'adulte alors qu'il y a une prise de médicaments, c'est automatiquement une hypersensibilité médicamenteuse. On ne réfléchit même pas en se posant la question, est-ce que ça peut être une infection ou pas? Donc c'est l'opposé complètement. Et je pense que nous, moi je suis dermatologue, hein, mais allergologue bien sûr, immuno, il faut vraiment que je pense que la réalité est entre les deux, hein, comme toujours, mais je pense qu'on a un gros effort à faire, ne pas considérer systématiquement toutes les éruptions cutanées qui surviennent lors d'une prise médicamenteuse comme une infection. Voilà, ça c'est vraiment majeur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait très bien que quand on les explore, ces patients, ils viennent chez nous, on les explore, à la fin, c'est 5% des patients qui sont allergiques. 5%. Les 95% d'autres patients n'ont aucun problème d'allergie aux médicaments. Ils ont fait une réaction inflammatoire qu'on a appelée hypersensibilité, qui peut parfaitement être induite par le médicament. Mais en tout cas, ça n'est pas un problème allergique. Donc, nous, il faut vraiment qu'on sorte de ce label, comme on dit. Il faut arrêter de labelliser médicament toute éruption qui survient lors d'une prise médicamenteuse. Alors, le plan que je vous propose de suivre, on va commencer par, parce que ça c'est majeur, c'est les bases fondamentales, l'immuno. On va commencer par vraiment des choses très simples qui concernent l'immunité innée. Ensuite, on verra l'hypersensibilité aux médicaments anti-infectieux, puisque c'est le titre du projet. J'ai une diapositive sur l'hypersensibilité aux médicaments anti-infectieux, une seule diapositive, parce que demain, vous avez une session complète plénière là-dessus.
Ensuite, on insistera sur ce que je viens de discuter avec vous, c'est qu'en fait, les réactions d'hypersensibilité aux médicaments, c'est une présentation d'infections virales, bactériennes en particulier. Et puis ensuite, on rentrera dans ce diagnostic différentiel entre infection médicaments lors du problème des exanthèmes, rash, et je fais exprès ici de ne pas mettre toxidermie érythémateuse, qui est le nom consacré quand on s'intéresse aux médicaments, ou exanthème maculopapuleux, on parle bien d'exanthème rash, il n'y a pas à mettre le mot médicamenteux derrière. On parlera du syndrome d'hypersensibilité, et on parlera de la nécrolyse épidermique. Je fais exprès de parler de ces deux maladies qui sont sévères et qui sont graves, parce qu'il y a des DRESS non médicamenteux, des DRESS viraux, on appelle ça VRES, Virus Induced Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Donc on a remplacé médicament, drogue, le D par le V de virus. Et puis il y a des nécrolyses épidermiques, des LAIEL, qui sont non médicamenteux. Les gens qui travaillent dans des centres de référence sur les toxidermies sévères voient arriver des patients qui ont une nécrolyse épidermique et qui n'ont pas pris de médicaments. Et il y a donc, vous verrez, à la suite de l'épidémie de Covid qu'on a eue, énormément de descriptions. Alors ça reste rare, hein, un cas sur 1 million d'habitants, hein, la nécrolyse épidermique qu'on appelle syndrome de Lyell, qui touche plus de 30% de la surface corporelle, mais il y a des LAIEL associés à l'infection Covid, il y a des LAIEL associés à la vaccination Covid. Ça, c'est déjà un tout petit peu plus à discuter. Donc voilà un petit peu. Alors, on commence avec une diapo extrêmement importante pour comprendre la suite. C'est donc une diapositive qui représente une cellule de l'organisme. On verra après qu'on va les faire évoluer vers les cellules qui nous intéressent, nous, allergologues. C'est toute cellule de l'organisme a des récepteurs pour les agents infectieux. Hein. Ce matin, on a eu cet exposé magnifique du professeur Bousfiha qui insistait sur le fait que nous sommes le résultat de millions d'années d'évolution et nous avons évolué avec l'interaction avec les agents infectieux. Et cette évolution nous a fait développer ces récepteurs ici, qu'on appelle PRR, pour Pathogen Recognition Receptor, des récepteurs de reconnaissance des pathogènes, par exemple TLR, Toll-like Receptor, c'est ce qui est le plus connu, qui sont capables donc de reconnaître des motifs infectieux, donc bactériens, viraux, parasitaires, champignons. Et qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'il va y avoir reconnaissance, c'est-à-dire interaction de l'agent infectieux avec ce récepteur à la surface des cellules, eh bien, il va y avoir activation de la cellule, production de cytokines, génération d'une inflammation, c'est ça ce qu'on appelle l'activation de l'immunité innée. Et comme vous le savez, pour développer une réponse immunitaire spécifique, ici vis-à-vis de l'agent infectieux, mais ça sera la même chose vis-à-vis du médicament, eh bien, il faut qu'il y ait activation de l'immunité innée qui va permettre ensuite le développement de la réponse anticorps ou lymphocytaire T. C'est bon? Jusqu'ici, ça va? Si ça ne va pas, vous levez la main. Hein. Donc, je vous ai dit que toute cellule de l'organisme a ce type de récepteur, et je vous ai dit que l'interaction de ces récepteurs avec les motifs infectieux, bactériens ou viraux, induit l'activation de la cellule. Donc, si je prends comme exemple le mastocyte a des récepteurs, Toll-like récepteurs, pour les virus, les bactéries, à l'extérieur de la cellule, à l'intérieur de la cellule. Et donc, à partir du moment où il va y avoir une infection, interaction avec les mastocytes, il va y avoir activation mastocytaire. Les lymphocytes et l'activation mastocytaire, ça peut aboutir à ce qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité immédiate qui sont dues à la production, la dégranulation et puis la synthèse de leucotriène, prostaglandine, cytokine, une fois que le mastocyte est activé. Ces récepteurs, on les a à la surface des lymphocytes, que ce soit des lymphocytes T ou des lymphocytes innés, innate lymphoid cells, et à partir du moment où il y a interaction de l'agent infectieux avec le récepteur sur des lymphocytes, il va y avoir activation lymphocytaire, et ça peut aboutir à ce qu'on appelle, nous, une réaction inflammatoire de type hypersensibilité retardée, rash par exemple. C'est bon? Donc, l'agent infectieux peut parfaitement activer les deux cellules qui sont responsables des réactions d'hypersensibilité les plus fréquentes que nous connaissons.
Hypersensibilité type 1, ce sont les mastocytes. Hypersensibilité type 4, ce sont les lymphocytes. On ne parle pas d'allergie, là, hein. On parle de réaction d'hypersensibilité immédiate. Comme vous le savez, elles peuvent être allergiques immunologiques ou non allergiques, selon le récepteur par lequel ça passe. Quand un agent infectieux active un mastocyte ou un lymphocyte par l'intermédiaire d'un récepteur de type PRR, c'est bien une hypersensibilité non allergique. Il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas d'immunité adaptative là-dedans. C'est bon toujours? Quelqu'un fait oui quand même pour dire que c'est bon? C'est bon? Parfait. Donc ça, c'est le côté reconnaissance des agents infectieux qui induisent l'activation cellulaire. Le deuxième point sur l'immunité innée, c'est ce qu'on appelle l'adjuvant. Donc l'adjuvant, si je vous vaccine, par exemple, contre le tétanos, je vais vous injecter l'anatoxine tétanique, qui est une protéine purifiée, et un adjuvant. Si je vous injecte que l'adjuvant, vous ne développerez pas d'anticorps anti-tétanos. Si je vous injecte que l'anatoxine tétanique, vous ne développerez pas d'anticorps anti-tétanos, parce que c'est une protéine. Si je vous injecte du tétanos qui a été bouilli, vous allez développer des anticorps parce que vous avez ces fameux motifs bactériens qui vont venir activer l'immunité innée. Mais l'anatoxine tétanique seule, ça sera pas vous ne développerez pas d'anticorps. Il faut bien les deux. Donc l'effet adjuvant, c'est le fait d'activer ces fameux récepteurs de danger, ces toll-like récepteurs, en même temps que l'administration d'une molécule, ici c'est l'exemple que je prends, c'est le vaccin, qui va vous permettre de développer une réponse immunitaire adaptative. Effet adjuvant. Alors si maintenant je mets notre schéma préféré d'activation du mastocyte, vous avez ici tout un tas de récepteurs de surface qui, chaque fois qu'ils lient leur ligand, va aboutir à l'activation mastocytaire avec les conséquences que vous connaissez. Alors, il y a bien sûr l'IgE ici, qui est sur son récepteur de forte affinité, mais vous voyez que c'est qu'un des très nombreux récepteurs du mastocyte. Et vous voyez ici les fameux récepteurs toll-like que je viens de décrire, avec les bactéries qui expriment les motifs spécifiques. Et à partir du moment où il y a cette interaction, il va y avoir activation mastocytaire. Et puis vous avez aussi, je vous ai mis bien sûr, un récepteur qui est extrêmement important, qui est le récepteur qu'on appelle MRGPRX2, qui est un récepteur qui est capable de lier énormément de molécules, et en particulier des médicaments, et on sait qu'il va lier les quinolones, les curares. Donc, il n'y a pas l'amoxicilline ici, hein. MRGPRX2, c'est un récepteur qui lie les quinolones, les curares, il lie beaucoup d'autres structures chimiques. On n'a pas encore découvert par quel mécanisme, par quelle voie d'activation on pouvait induire une urticaire lorsqu'on prend de l'amoxicilline. On ne connaît pas encore, mais on le connaîtra d'ici quelques mois ou quelques années. Donc, ce que je veux dire, il y a énormément de molécules qui vont être capables de lier des médicaments et d'induire l'activation mastocytaire. Donc, ce que vous avez sur cette diapositive, vous avez ici la capacité d'induire une hypersensibilité immédiate uniquement avec la bactérie. Vous avez la possibilité d'induire une hypersensibilité. Alors, je dis immédiate parce que c'est le mastocyte. J'aurais pu vous mettre je ne l'ai pas fait parce que c'est la même photo. J'aurais pu vous mettre un lymphocyte. Donc, quand je dis hypersensibilité immédiate, c'est la même chose pour l'hypersensibilité retardée. Vous avez la possibilité ici d'activer le mastocyte par l'intermédiaire de ce récepteur MRGPRX2. Vous avez deux exemples d'hypersensibilité immédiate infectieuse, dans le premier cas, médicamenteuse, dans le deuxième cas, qui ne sont absolument pas allergiques. Et puis, bien sûr, vous avez la possibilité, si le patient a été immunisé, sensibilisé, qu'il a des IgE vis-à-vis du médicament, vous avez la possibilité d'induire une authentique hypersensibilité immédiate allergique au médicament. C'est bon pour vous? Alors, sur le plan pratique, extrêmement pratique, il y a des travaux, ce n'est pas un exposé sur l'activation mastocytaire ou lymphocytaire que je fais, mais quand même, des travaux qui datent maintenant de 5 ans, qui montrent que la conséquence de l'activation n'a rien à voir. Quand on active le mastocyte par l'intermédiaire de l'IgE, récepteur aux IgE, on parle d'allergie,
l'activation mastocytaire est très forte, elle dure et elle est systémique. Ce sont les cas sévères, grade 2 au moins de la classification du Ringe-Messner. Par contre, quand on active le mastocyte par un autre récepteur que le récepteur aux IgE, on a une activation mastocytaire qui est locale, régionale, qui n'est pratiquement jamais systémique. Bref, ce sont des grades 1. Donc, on revient à la clinique. Quand vous avez un patient qui développe une urticaire aiguë, ou, ça c'est le mastocyte, je passe au lymphocyte, ou un rash, un exanthème, lors d'une prise médicamenteuse, c'est bénin, c'est non allergique. C'est bon pour vous? Très important. Alors, un petit cas clinique pour rester sur l'hypersensibilité immédiate, après on va passer sur les rash. C'est le premier jour de traitement de cette jeune femme. Elle a pris 1 gramme d'amoxicilline à 7 heures du matin et elle fait ce tableau d'urticaire qu'elle appelle géant, hein, que nous on appelle urticaire, à 11 heures du matin. D'accord? Donc, qui est-ce qui pense que c'est allergique? Qui est-ce qui pense que c'est non allergique? Je recommence. Non allergique, allergique, ça ne peut pas être allergique. Voilà. Il faut juste réfléchir 2 secondes. Mais vous avez la qualité pour réfléchir. Ça ne peut pas être allergique. Si cette femme est allergique, ça veut dire qu'elle a des IgE spécifiques de l'amoxicilline. Ces IgE, elles sont partout à la surface des mastocytes et des basophiles. Quand elle prend son comprimé d'amoxicilline à 7 heures du matin, à 7h05, il y a de l'amoxicilline dans le sang. Ça a passé le tube digestif, il y a des mastocytes dans le tube digestif. Il doit y avoir des signes digestifs. Ça a passé dans le sang, et quand ça arrive au niveau de la peau, puisque c'est ça le but, hein, urticaire, c'est dégranulation mastocytaire, quand ça arrive au niveau de la peau, ça arrive partout, au niveau des poumons, au niveau du... Donc, il doit y avoir des signes systémiques. L'amoxicilline n'est pas intelligente, elle n'évite pas les basophiles et les mastocytes des autres tissus. Donc, ça ne peut pas être allergique. Maintenant, la question, c'est médicamenteux, c'est infectieux, puisqu'elle prend l'amoxicilline, c'est qu'elle a un problème inflammatoire. Je dirais qu'on s'en moque. Alors, j'exagère, hein, parce que j'ai un cours à faire là-dessus, mais on s'en moque. L'important, c'est qu'on a compris que ce n'était pas allergique, que ce soit médicamenteux uniquement, que ce soit infectieux uniquement, que ce soit un mix des deux, c'est une réaction qui n'est pas sévère, qui n'est pas allergique, donc on va bien sûr redonner le médicament. Et le point essentiel, et je reviens aux pédiatres, les pédiatres ne contre-indiquent pas les médicaments. Or nous, à Lyon-Sud, on voit arriver tous les jours des patients qui, depuis la petite enfance, il y a marqué allergie aux pénicillines, ils ne prennent pas de pénicilline depuis la petite enfance pour des choses comme ça, ou des exanthèmes. Alors bien sûr qu'on va les tester une première fois. Les tests seront négatifs, par définition, puisqu'ils ont eu l'accident il y a 40 ans. On va leur redonner l'amoxicilline, puisque les tests sont négatifs. Et on va leur demander de revenir 1 mois plus tard, on va refaire des tests. Les tests seront négatifs, on va redonner de l'amoxicilline pour montrer qu'il n'y a aucun problème, et on conclura, on va faire ce que les Anglais appellent de-labeling, on conclura au fait qu'ils ne sont pas allergiques à l'amoxicilline. Mais ces 2 hospitalisations, une consultation, on a mobilisé tout un tas de personnes, alors que, c'est ce que je voudrais moi insister auprès de vous, il y a un moment où, quand on a les photos, alors bien sûr, hein, s'il n'y a pas de... Si on ne peut pas compter sur la clinique, on est perdu. Mais moi, quelqu'un qui m'envoie des photos comme ça, je le vois à la consultation et je leur donne son comprimé d'amoxicilline à la consultation. Il ne peut pas être allergique. Vous me suivez? Donc, l'importance de bien comprendre l'immunologie, les bases, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour arriver, finalement, à bien sûr rendre service et puis soi-même se faire plaisir. Donc ça, c'était un petit exemple sur l'hypersensibilité immédiate. Alors, hypersensibilité aux agents infectieux. Je vous ai dit, vous avez une plénière demain là-dessus, et là vous avez un article magnifique, Revue française d'allergologie, Claude Ponvert. Moi j'ai commencé
Moi, je suis dermatologue. Quand je suis arrivé à Lyon Sud, j'étais directeur de recherche à l'INSERM d'abord, et puis au bout de 10 ans, j'ai pris un poste de prof d'immuno dans le service de pneumo de l'hôpital Lyon Sud pour développer l'allergie aux médicaments. D'accord ? Et quand je suis arrivé, c'était donc en 1998, la littérature était minable. Les gens confondaient tout. Il n'y avait pas de raisonnement immunologique. Et la seule personne que j'ai trouvée vraiment capable de raisonner, c'est cet homme, c'est Claude Ponvert, qui déjà en 1998 avait une énorme expérience, qui réfléchissait. Donc vraiment, vous ne pouvez pas faire mieux que lire cet article. Donc comme vous le savez, c'est très fréquent les réactions présumées d'hypersensibilité allergique aux médicaments. Chaque fois qu'il y a des études, on arrive à 10-15%, nous on est en dessous de ça, on est entre 5 et 10% seulement de réactions allergiques. Donc 90% des réactions ne sont pas dues aux médicaments. Et ils sont dus à la raison pour laquelle on prend le médicament, c'est-à-dire l'infection, puisque ce sont des médicaments anti-infectieux. Bien sûr que le médicament a pu majorer la réaction, c'est l'effet adjuvant dont je vous ai parlé, et bien sûr que l'infection est un facteur de sensibilisation aux médicaments. L'infection active l'immunité innée, vous mettez un médicament, le patient va pouvoir sensibiliser. Tout ça, c'est vrai. Mais à la fin, quand on a un patient, ce qui compte, c'est la présentation clinique. Essayez de... Le message, moi, c'est ne pas arrêter trop tôt le médicament. Voilà. On arrête, ou alors c'est que le médicament n'est pas indispensable. Mais je pense que les pénicillines, il ne faut pas les arrêter. Il y a énormément de patients, enfin de spécialités médicales qui n'arrêtent pas le médicament. Nous, à Lyon, on ne voit aucun patient qui est adressé pour ce qu'on appelle la toxidermie aux antirétroviraux. Le Dr Benchekroun en a parlé beaucoup. On n'en voit pas. Pourquoi ? Ça survient dans 10 à 20% des cas. C'est au 10e jour du traitement antirétroviral, les patients démarrent ce qu'on appelle, nous, une toxidermie, c'est-à-dire un exanthème. Le médecin leur a expliqué qu'il risquait de déclarer un exanthème et que s'ils déclaraient un exanthème, ils continuaient le traitement et qu'ils appelaient que si ça n'allait pas bien. Le patient commence à avoir de la fièvre, il appelle. Le médecin spécialiste lui dit « Écoutez, vous continuez, puis si ça ne va pas bien d'ici 2-3 jours, vous me rappelez. » Le médecin, le patient rappelle au bout de 2-3 jours, s'il dit « Écoutez, j'en peux plus », on lui fera arrêter son traitement. S'il ne rappelle pas, en quelques jours, au bout de 10-15 jours, l'éruption a complètement disparu. Le patient a bien fait une réaction d'hypersensibilité aux antirétroviraux qui s'est complètement réglée. C'est la diapositive qu'a montré le Dr Benchekroun. Il était tolérant, il fait une rupture de tolérance et il fait une réacquisition de la tolérance si on continue le traitement. Donc on a ces exemples avec les antirétroviraux, on a ces exemples avec les antituberculeux, chez les gens qui connaissent bien l'hypersensibilité aux médicaments. Ils n'arrêtent pas, sauf s'il y a des signes de sévérité, c'est-à-dire des signes systémiques, c'est pas la fièvre, hein, c'est atteinte des organes et des signes muqueux comme décollement, typiquement type syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell ou érythème polymorphe-like. Sinon, il continue. Et récemment, ce sont les patients, les médecins des centres de référence sur la mucoviscidose qui font la même chose avec les patients qui développent des exanthèmes, des raches, des toxidermes, des exanthèmes maculopapuleux aux Bactrim ou aux antibiotiques, parce qu'ils savent très bien que s'ils arrêtent le traitement, voilà, il faut un bilan allergologique, il faut des mois, donc il faut savoir ne pas arrêter le traitement. Et encore une fois, c'est la clinique qui compte. Alors, on parle des médicaments anti-infectieux, mais je vous ai rajouté ici que très souvent, il y a des AINS, il y a du paracétamol, il y a des corticoïdes. Donc, si vous rentrez là-dedans, c'est un boulot monumental. Il faut rentrer là-dedans que vraiment, il ne faut pas tester tous les patients. Il faut vraiment arriver, ce qui est bénin, le gérer, vous redonnez le médicament. Si ça se passe bien, vous éliminez le problème allergique. Donc, vous testez les choses qui sont sévères, que ce soit en immédiat ou en retardé. Alors, je vous dis, c'est une présentation clinique d'infection virale. Donc là, je reprends mon côté allergodermato-médicament. Quand on parle d'hypersensibilité retardée, on parle donc de toxidermie. Et il y a 7 toxidermies principales, 7 présentations cliniques, qui vont de la plus sévère, nécrolyse épidermique toxique, mais qui est exceptionnelle, à la plus fréquente, exanthème, rache,
qui est la plus fréquente, mais qui est dénuée de gravité. Alors vous avez quoi? Vous avez donc nécrolyse épidermique toxique, vous avez le syndrome d'hypersensibilité, DRESS syndrome, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, l'érythème pigmenté fixe bulleux généralisé, l'érythème polymorphe, ça c'est une curiosité, la dermatose AIG alinéaire, et ça c'est donc exanthème rash. Donc toutes ces présentations, bien sûr qu'elles peuvent avoir des petits signes généraux, toutes ces présentations cliniques peuvent parfaitement évoquer un problème infectieux. Et nous, alors entre parenthèses, sur le site Allergolion, vous avez un numéro spécial, revue du praticien, qui est consacré à l'hypersensibilité aux médicaments. Et là, j'ai juste pris le titre, quand on parle des exanthèmes médicamenteux et toxidermie sévère, c'est vraiment les signes généraux et muqueux qui imposent l'arrêt immédiat du traitement. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de signes généraux et muqueux, est-ce qu'il faut arrêter le traitement? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on devienne comme des pédiatres? Alors, on commence par les exanthèmes et les rash. Ça, c'est la fiche du centre de référence des toxidermies sévères. Alors, elle n'est pas sévère, mais par définition, toxidermie érythémateuse lors de la prise d'un traitement, je vous l'ai dit, c'est dû aux médicaments. Et encore une fois, ça n'est pas le cas, puisque c'est ce qu'on discute. Donc, c'est une présentation qui ne devrait peut-être pas figurer dans une classification d'un centre de compétences hypersensibilité aux médicaments. Si je reviens et que je prends le même titre, exanthème rash chez l'enfant, eh bien, c'est le tableau le plus fréquent d'hypersensibilité aux médicaments, comme chez l'adulte. Lorsqu'on demande à des allergopédiatres de faire un topo, et ça c'est le topo, je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté au module jeudi et vendredi dernier, qui était le module hypersensibilité aux médicaments de l'enseignement de Lyon, qui avait été coordonné par Florence Accard. C'est Priscille Viermé, qui est allergopédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, qui a présenté, et j'ai récupéré ces diapositives, qui a présenté l'hypersensibilité aux médicaments chez l'enfant. Donc, l'exanthème maculopapuleux, c'est le tableau le plus fréquent d'hypersensibilité aux médicaments. Et en fait, il y a trois situations cliniques. Soit le tableau est stéréotypé, et donc, il faut faire le diagnostic des fièvres éruptives de l'enfant. Soit le tableau n'est pas stéréotypé, on va voir ce que ça veut dire, et puis on revient toujours au même point, c'est la clinique qui compte, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, puisqu'on risque de ne pas avoir la solution, quelle est la contribution exacte du médicament et de l'infection dans le tableau clinique qui se présente. Alors, ce qu'on appelle le stéréotypé, c'est ce qu'on appelle les exanthèmes morbilliformes, scarlatiniformes, roséoliformes et la cinquième maladie. Et puis, je vous montrerai une ou deux photos de pityriasis rosée de Gibert. Alors, l'exanthème morbilliforme, c'est comme ça qu'on classe les exanthèmes de l'adulte. Exanthème morbilliforme, ce sont des maculopapules érythémateuses qui vont confluer en placard, quasi généralisées. On retrouve de la peau saine. C'est comme ça qu'on va appeler notre exanthème morbilliforme. Mais encore une fois, la cause chez l'enfant, c'est la rougeole. Il n'y a pas que la rougeole qui donne des exanthèmes morbilliformes. Et chez l'adulte, bien sûr que ce sont des virus qui peuvent donner des exanthèmes morbilliformes. D'autres exemples ici. Le deuxième type d'exanthème, c'est ce qu'on appelle scarlatiniforme. Donc, scarlatiniforme, c'est la scarlatine. C'est un érythème rouge vif qui se généralise rapidement, sans espace de peau saine, avec cet aspect un peu granité de surface. C'est une infection. Vous avez la forme roséoliforme. Cette fois-ci, ce n'est pas tellement papuleux, c'est maculeux, c'est cet aspect rosé en fleur pêchée. Et c'est bien sûr la roséole, l'exanthème subi, c'est aussi la rubéole. On est donc dans les fièvres éruptives de l'enfant. Pour vous dire comment les pédiatres, quand il y a un enfant qui arrive, ils ont une liste de virus à côté qui va être capable, qui vont rattacher à l'éruption avant de penser à un médicament. Vous avez le mégalérythème épidémique, donc 5e maladie parvovirus B19, qui vous donne cet aspect typique du visage et cet aspect d'érythème réticulé au niveau
au niveau du tronc et des cuisses. Donc là, on est dans les éruptions stéréotypées. Dans ce qui est aussi, on en voit des jeunes adultes qui arrivent pour ça, envoyés pour des histoires de médicaments, c'est ce qu'on appelle le pityriasis rosette-Gibert, qui est vraiment cette éruption de petites macules discrètement pigmentées ou au contraire hypochromiques, qui arrivent en poussée. C'est viral, on l'a par épidémie. Enfin, c'est infectieux, on n'a pas de virus à mettre dessus, c'est sûrement un groupe de virus, mais je veux dire, là, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec les médicaments qui ont pu être pris en même temps. Ce qu'on appelle les exanthèmes non stéréotypés, c'est quand ça ne rentre pas dans un cadre clinique, symptomatologique que je viens de vous décrire. Mais en pratique, ce sont les autres viroses éruptifs de l'enfant. Et comme vous le savez, les autres viroses éruptifs de l'enfant, les virus, on les stocke, il y a des virus qui vont s'intégrer, il y a des virus qui vont être réactivés, ça sera exactement la même chose chez les adultes. Donc vous avez des antirovirus, des adénovirus. Alors, le virus d'Epstein-Barr et plus généralement ce qu'on appelle les herpès-virus, qui sont des virus qu'on va garder et qui vont pouvoir se réactiver, on va en parler tout à l'heure, lors d'ultraviolets, lors de stress psychologique et avec les médicaments, mais aussi par vos virus, etc. Alors, est-ce que quand même, donc les pédiatres, bien sûr, qui voient que les hypersensibilités aux médicaments, ils ne voient pas que des hypersensibilités infectieuses. Donc, les toxidermies, c'est plus polymorphe, le prurite est plus fréquent, c'est vrai qu'il y a moins de fièvre, moins de syndrome infectieux, et il y a souvent une hyperéosinophilie. Mais une fois qu'on a dit ça, on revient toujours au même point, c'est sévère ou c'est pas sévère, parce que c'est jamais du 100%. Donc sur le plan pratique, sur le plan épidémiologique, ça peut être intéressant, sur le plan pratique, c'est autre chose. L'étiologie virale, bien sûr, c'est s'il y a un comptage, un contexte épidémique, le syndrome infectieux, les énanthèmes, les adénopathies et le monomorphisme de l'éruption. Alors, là, je vous ai parlé enfants et adultes avec les exanthèmes et les raches. Je vais passer au... Vous avez vu qu'il y a 3 grandes maladies, les exanthèmes médicamenteux les plus fréquents, le syndrome d'hypersensibilité et le syndrome de Lyell. Et je voudrais finir avec ces deux pathologies. Alors, le syndrome d'hypersensibilité, Drug-Induced Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, c'est très fréquent. On considère que c'est une maladie rare, ça n'est pas vrai. C'est très fréquent, par contre, on ne le voit pas en service de dermatologie, où on voit des choses qui sont vraiment légères. On les voit en service de médecine interne et bien sûr en service d'urgence et de réanimation. Parce que ça n'est pas la peau qui fait la gravité de ce syndrome, c'est vraiment l'atteinte d'organes. Donc c'est l'atteinte du foie, l'atteinte du rein. Et les médicaments, ce sont typiquement allopurinol, les antiépileptiques, les sulfamides. Il y a une chose qui est vraiment, j'en profite sur cette diapo, je sors un tout petit peu du contexte. Le délai d'apparition, 3 semaines à 3 mois. C'est archi faux. C'est 3 semaines à 3 mois pour un médicament que l'on commence et qu'on va prendre au long cours. Ce qui est le cas de l'allopurinol, ce qui est le cas des sulfamides, ce qui est le cas des anticonvulsivants. Vous commencez votre traitement par allopurinol ou par anticonvulsivant et vous le prenez tous les jours. Et à ce moment-là, en effet, le délai, c'est 3 semaines à 3 mois. Il y a ces bornes, d'accord ? Il y a un article magnifique. Alors, les gens qui travaillent sur le DRESS savent très bien qu'il y a des DRESS qui arrivent à 48 heures après la prise du médicament. Mais le seul point, c'est qu'il faut que les patients soient sensibilisés avant. Donc, c'est rarement avec allopurinol anticonvulsivant. Par contre, amoxicilline, c'est le cas. Et là, il y a un article magnifique qui a été publié récemment par des pharmacovigilants, dont l'équipe de Lyon, qui fait état d'une cohorte de patients qui développent des DRESS à l'amoxicilline. Et le papier est fait uniquement pour discuter de ce délai, c'est-à-dire ce délai, en effet, ne s'applique pas à des médicaments que l'on prend de façon courte et répétée. Donc les patients qui sont sensibilisés à l'amoxicilline et qui vont reprendre l'amoxicilline, s'ils doivent faire un DRESS, ils le font en 48-72 heures. Ils n'ont pas besoin d'attendre
3 semaines. Je vous dis ça parce qu'il y a des diagnostics de DRESS qui sont réfutés parce qu'on est en dessous de 3 semaines. Donc là, encore une fois, c'est juste une histoire de compréhension des problèmes. Donc ça, c'est le DRESS. Et quelqu'un qui vient avec ce tableau clinique, on dit c'est un médicament. Or, en fait, ça peut parfaitement être une infection virale. Ou plutôt, il y a beaucoup de travaux sur les liens entre DRESS, mais c'est ce qu'on raconte aujourd'hui, hein, entre infection, virale en particulier, et hypersensibilité aux médicaments. Et là, dans ce travail, c'est Vincent Descamps, alors Nicolas Dupin aussi, mais c'est Vincent Descamps surtout, qui était le promoteur de cette notion que le DRESS est une maladie virale qui est induite par les médicaments. Et en fait, c'est faux, mais pas complètement, vous allez voir. Donc ça, c'est un des articles du groupe, hein, Vincent Descamps. Le DRESS doit aujourd'hui être considéré comme une maladie virale où certains médicaments jouent un rôle inducteur de réactivation. Et on va voir que c'est vrai, ça, qui reste à identifier. Le DRESS est un modèle d'étude. Donc en pratique, si on veut résumer, donc, moi j'ai été responsable du centre de référence des toxidermies sévères jusqu'en 2000. On avait repris l'intégralité des patients DRESS, on en avait 72, chez lesquels on avait fait des PCR herpès virus, puisque là on parle de réactivation virale, ce sont les virus herpès, PCR herpès virus à l'entrée, et puis ensuite, régulièrement, 2 fois par semaine. Eh bien, aucun patient n'a de réactivation virale avec une PCR positive à l'entrée. 30% des patients réactivent un des virus du groupe herpès, herpès hominis virus 6, mais aussi EBV, dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc, ça n'est pas vrai que c'est la réactivation virale qui induit les symptômes que l'on voit. Par contre, ce qui est certain, c'est que les patients qui réactivent des herpès virus sont les patients qui vont faire les pathologies les plus sévères, avec des atteintes rénales, hépatiques, des atteintes intestinales, dont certaines sont fatales. Nous, on a deux cas de décès qui sont à mettre sur la réactivation virale, en particulier CMV dans le cas présent. Donc, DRESS ou VRESS. Et ça, c'est un article qui est vraiment très intéressant, qui montre ce lien entre médicaments, réactivation virale. C'est un article, donc toujours pareil, de l'équipe de Vincent Descamps, qui analyse ici des... alors, on ne parle pas de DRESS. Vous savez que dans le DRESS, il est très compliqué, il y a 2 choses, très compliqué d'arrêter la corticothérapie générale, qui est mise en route si le DRESS le nécessite, et très compliqué d'introduire des médicaments, parce que chaque fois qu'on va introduire des médicaments, les patients gardent un état d'hyperactivation lymphocytaire qui fait que de façon non spécifique, ils vont refaire un DRESS. Alors en fait, on a publié là-dessus, ils ne refont pas un DRESS, ils refont ce qu'on appelle un mini-DRESS, c'est-à-dire ils vont faire surtout un exanthème, et très rarement, ils vont refaire des signes systémiques. Je parle des patients qui ont fait un DRESS, chez lesquels on a arrêté les médicaments, mis des corticoïdes, et puis à un moment donné, il faut leur donner des médicaments, et ils vont faire des mini-DRESS à tout ce qu'on va leur redonner. Ça n'est pas de l'hypersensibilité allergique plurimédicamenteuse, c'est simplement une hypersensibilité non allergique, parce qu'ils ont tout leur système lymphocytaire qui est activé, et donc dès qu'il y a un médicament, un produit chimique qui arrive, ils vont faire une poussée. Donc ici, c'est un travail sur des patients qui ont fait un DRESS, on a arrêté le médicament, etc. Et maintenant, ils ont besoin d'amoxicilline, et bien, ils refont un mini-DRESS après la prise d'amoxicilline. Et dans cet article, il analyse, ici en biologie, ce sont des lignées de lymphocytes T, c'est une lignée, dans lesquelles, donc, que l'on va infecter avec un herpès virus, et où on va rajouter ou pas de l'amoxicilline. On est dans un système de culture. Ici, vous avez le nombre de copies, je pense que c'est le nombre de copies, et ici, vous avez la titration. Et ce que vous voyez ici, vous avez donc de l'amoxicilline qui est ajoutée à dose croissante, et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous ajoutez l'amoxicilline, vous augmentez la réplication virale. Donc, dans un système purement in vitro, sur une lignée de lymphocytes T
qui sont infectés avec un herpès-virus, le fait d'ajouter de l'amoxicilline induit la réplication virale. Donc, c'est certain que ça peut parfaitement jouer. Là, c'est pour amoxicilline, il faudrait voir allopurinol, mais je veux dire, ça peut parfaitement jouer dans ce phénomène d'hypersensibilité aux médicaments. Donc ça, c'était le DRESS, qu'on appelle aussi VRESS. Et là, je vais vous parler des nécrolyses épidermiques et syndrome de Lyell. Donc, nécrolyse épidermique, ça, c'est la fiche du centre de référence de Lyon, où vous avez un aspect typique de syndrome de Lyell. Syndrome de Lyell, plus de 30%. Syndrome de Stevens-Johnson, moins de 10% de la surface corporelle atteinte. 10-30%, on appelle ça syndrome de chevauchement. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, vous connaissez parfaitement la clinique. C'est une nécrose complète de l'épiderme et ça vous donne un décollement sous-épidermique et c'est dû à des lymphocytes T cytotoxiques qui sont spécifiques du médicament. Et en pratique, le médicament est fixé sur les kératinocytes. Ce sont les kératinocytes qui présentent le médicament sur des peptides dans la molécule, dans les niches à peptides des molécules de classe 1 et lymphocyte T CD8 cytotoxique qui reconnaît ce complexe MH peptide délivre le fameux baiser qui tue au kératinocyte et il y a donc cette nécrose étendue. Donc ça, c'est le Lyell médicamenteux avec les médicaments les plus responsables, lamotrigine, sulfaméthoxazole, AINS, allopurinol, etc. Et puis, à la suite, donc là, je ne vous montre pas d'article particulier, hein, à la suite de cette épidémie Covid, eh bien, on a vu arriver tout un tas d'articles avec des syndromes de Stevens-Johnson comme du Covid, un autre syndrome de Stevens-Johnson, et puis ici, des cas de toxique, donc de nécrolyse épidermique toxique après vaccination Covid. Alors, les Lyell infectieux existent. Moi, j'en ai vu arriver 2 à Lyon au cours des 25 dernières années qui avaient pris aucun médicament. Et on a beau fait l'interrogatoire en leur demandant mais vous êtes sûr, paracétamol, est-ce que vous n'avez pas pris des herbes chinoises, des médicaments traditionnels? Il n'y avait absolument rien du tout. Donc, on sait que le Lyell sans médicaments, les nécrolyses épidermiques sans médicaments, ça existe. On sait qu'il y a beaucoup de Lyell infectieux qui sont rapportés dans la littérature. C'est vrai qu'ici, vraiment, là, ça a renforcé cette notion de Lyell infectieux. En ce qui concerne la vaccination, il y a une méta-analyse du centre de référence, hein, là c'est le centre de référence parisien, qui a repris un petit peu tous les cas après vaccination et qui conclut de façon très bonne pour nous, la vaccination anti-Covid ne peut pas être retenue pour responsable des cas de nécrolyse épidermique qui ont été rapportés. Voilà. C'est-à-dire que autant les Lyell infectieux existent, autant les Lyell médicamenteux, autant les Lyell de vaccination, ici, ne sont pas suffisamment documentés pour que nous soyons certains que c'est la vaccination qui a induit la nécrolyse. Alors, pour conclure, c'est la clinique qui compte. Je vous ai dit déjà la présentation, sévère bénin. Ensuite, bien sûr, l'anamnèse, comment ça a commencé? Si quelqu'un prend un médicament anti-infectieux, c'est qu'il a un problème qui mime une infection, même si ce n'est pas une infection. Donc, bénin, gardez ça en tête, bénin, ça n'est pas allergique. Toujours considérer, être comme les pédiatres, toute réaction d'hypersensibilité bénigne lors d'un traitement anti-infectieux est due à l'infection et n'est pas due au médicament. Ne pas marquer allergie aux médicaments sur le carnet de santé. Si vous devez marquer quelque chose, marquez hypersensibilité aux médicaments, ça fait moins peur aux patients. Et puis cette notion que je vous ai donnée dès le début, poursuivre le médicament s'il est nécessaire. Alors, bien sûr qu'on n'hésitera pas avec les antirétroviraux, les antituberculeux, mais je pense que les pénicillines sont nécessaires. Les bêta-lactamines sont nécessaires. Donc, toujours réfléchir avant d'arrêter le médicament. Alors, sévère, vous avez compris, hein, les signes généraux, et on arrête bien sûr le médicament si l'imputabilité est forte. Hein. Je viens de discuter avec vous de
toxidermie sévère, non médicamenteuse car infectieuse. Alors, le bilan, je ne parle pas de bilan, vous en parlerez demain. Bien sûr que le bilan allergologique, dans 5% des cas, il va être positif. On est donc dans un cas d'hypersensibilité allergique aux médicaments. Et puis, dans 95% des cas, il est négatif. Donc, c'est quoi? C'est soit une hypersensibilité infectieuse, on revient au rash infectieux, soit une hypersensibilité non allergique aux médicaments, ou un mélange des deux. C'est bon pour vous? Alors pour finir, je vous présente comme toujours le service. Ça, c'est donc le service d'allergologie et d'immunologie clinique à Lyon-Sud. Frédéric Bérard, c'est notre chef de service. Vous avez ici Florence Accard, notre praticien hospitalier, Audrey Nussbaum, professeur Audrey Nussbaum. Nous avons une unité de recherche clinique dans le service et puis surtout, tout ce raisonnement intellectuel, on le tient donc de ce qu'on appelle l'unité de recherche translationnelle INSERM, qui est une unité d'immunologie cellulaire et moléculaire. Et ma dernière diapositive, Shukran Amaforkal, j'ai rajouté aussi Shukran Dufral. Merci à vous pour votre attention.